Voilà, c'est tout bon. Alors, les derniers arrivés. Aujourd'hui, nous devons voir le chapitre sur le contrôle de gestion. Alors, avant de commencer sur ce nouveau chapitre, j'ai pas eu de questions particulières par mail concernant le chapitre précédent que nous avons terminé. Donc, le chapitre sur les décisions de financement. Je voudrais juste vous demander, y a-t-il des questions sur ce chapitre ou des choses sur lesquelles vous voulez revenir avant qu'on décide que ce chapitre soit définitivement clos? J'ai mis la correction de l'exercice 3 dans le drive, donc vous pouvez y avoir accès. Alors, s'il y avait des questions, je suis prêt à y répondre. A priori, pas de questions. Je vous rappelle aussi que vos copies, vos TD que vous me rendez, je les corrige au fur et à mesure, hein. Alors, c'est pas forcément du jour au lendemain parce que j'ai quand même euh, beaucoup d'étudiants et beaucoup de copies. Tout le monde s'est rué sur les premiers TD. Alors, vous en faites pas, hein, vous avez le temps puisque vous avez jusqu'à la fin du semestre pour me rendre au moins 2 TD. Donc, vous pouvez récupérer vos copies, hein, ou les télécharger et éventuellement, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur la correction que j'y apporte. Alors, je ne mets pas trop de détails sur les corrections, sauf des choses évidentes, ou sauf des choses sur lesquelles je vous dis attention, ce point-là, vous ne l'avez peut-être pas forcément compris. Revenez sur la vidéo, puisque en général, c'est expliqué dans les vidéos. Et en tout cas, sur les premières copies que j'ai vues, il n'y a pas d'erreur. Enfin, il y a des erreurs qui ont été commises, et tant mieux, de toute façon, il vaut mieux les commettre pendant les TD que lors de l'examen. Il n'y a pas d'erreur auxquelles je n'ai pas donné d'explication ou sur lesquelles je n'étais pas revenu quand je vous ai dit attention, là il y a souvent ce type de piège, etc. Chose que l'on a vu normalement en cours, je n'ai pas vu d'erreur qui sortait des explications que j'ai pu donner. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire avant d'aborder le TD qui nous concerne aujourd'hui. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que après une réflexion, il me semblerait plutôt opportun de revoir des chapitres aussi de l'année dernière, les chapitres les plus importants. Alors, très clairement, il y a des chapitres qui sont de moindre importance, mais il y a des chapitres qui restent des standards de l'examen. Et je voudrais, puisque je ne vous ai pas tous eu en cours l'année dernière, je sais ce que j'ai fait avec mes étudiants de Lille et je sais que nous avons balayé l'ensemble du programme et surtout que nous avons bien insisté sur les chapitres les plus importants. Et je voudrais qu'on puisse le mercredi se faire à chaque fois, puisque dans notre rythme, c'est peut-être mieux comme ça, un TD de révision que vous ne préparerez pas. Bonsoir monsieur, comment ça va se passer pour les DST? Je reviens après sur les DST. Je termine sur ma proposition qui me paraît plutôt bien. Donc vous n'aurez pas à préparer le chapitre, hein, évidemment, puisque ça va être compliqué du lundi. Enfin, vous avez beaucoup trop de travail, on en a déjà discuté. Mais je reviendrai sur les chapitres les plus importants. Je referai des explications sur les points les plus importants, sur les points les plus compliqués. Et je vous proposerai à chaque fois la correction d'un exercice tiré du BTS. Donc ça, on se ferait ça le mardi, tous les mardis. D'accord? Dans notre rythme, normalement, ça doit bien pouvoir s'intégrer. Ça ne va pas nous faire prendre de retard, puisqu'il y a vraiment des chapitres, je vous dis, il y a vraiment des chapitres qui sont très light, il n'y aurait même pas besoin d'enseignants pour le voir. Donc, je vous propose cette idée. Alors, sauf si vraiment il y a quelqu'un, quand nous avons les DST mis, et puis on va venir sur les DST, sauf si vraiment ça embêtait quelqu'un ou quelqu'un y voyait une opposition, si personne ne s'oppose à cette idée, je la considère comme valable. Et on commencera dès demain par la révision d'un ou deux chapitres de droit, notamment sur le droit des contrats. C'est pas très difficile, mais par contre, ça me paraît un chapitre relativement important. D'accord. Donc, je ferai un topo sur les difficultés que vous pourrez rencontrer. Alors, il n'y aura pas vraiment d'anal puisque les mardis, révision, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, mademoiselle. Révision, mais vous n'avez pas à préparer. Je ferai le cours, hein. Il y aura certainement des vidéos postées et des compléments de cours postés, peut-être des exercices postés à chaque fois, mais vous n'aurez pas à les préparer.
Euh, pour demain, il n'y aura pas d'annales, puisque c'est un chapitre qui est nouveau au programme. Hein. Je vous rappelle que vous êtes sur le nouveau programme, donc il n'y aura pas d'annales. Ça, je ne pourrais pas vous donner d'annales tirées des sites officiels, mais je proposerai quelques études de cas que je résoudrai, et surtout dans la méthodologie, vous montrer comment on résout une étude de cas juridique. Donc voilà, donc c'est acté pour ça. Pour la partie du mardi, on se dit pratiquement tous les mardis, sauf cas exceptionnels, on se fait un chapitre de révision. Bon, on n'en aura pas 50 non plus, hein, mais je pense qu'il y aura 2-3 chapitres en droit importants. Il y aura 2-3 chapitres en compta et en gestion importants qui sera nécessaire de bien maîtriser. Je pense notamment au chapitre sur le bilan ou sur le compte de résultat ou sur le seuil de rentabilité. Ce sont des choses à bien maîtriser parce que ce sont des choses qui tombent souvent. Et on aura l'occasion de travailler sur des annales et de revoir ces chapitres-là. Ça, c'est calé. On se dit ça pour les mardis et on commencera dès demain. Ensuite, concernant les DST, écoutez, puisque vous me posez la question, j'envisageais de faire un DST à la fin du mois, un premier DST à la fin du mois et un autre DST peut-être au mois de décembre. Dans tous les cas, un premier DST à la fin du mois, ça me semble bien. On aura déjà fait pratiquement 2 mois ensemble. Alors, soit, puisqu'il me semble, je vais vérifier, il me semble que vous êtes en décembre, on est en stage. Oui, ben, ça sera soit avant ou après, mais là, il y a des vacances, il me semble. Hein. Je vais vérifier, ça sera à distance. Oui, ça sera à distance. Je vais vérifier tout ça au mois de fin octobre, mais il me semble que vous avez des congés fin octobre. Donc peut-être au retour des congés, ça serait bien. Hop. Moi, pour le premier DST. Alors, voilà. Donc là, je pense que... Alors, la semaine du 23 octobre au... Le lundi, le mardi, donc ça, c'est les premières années. Donc, vous êtes en vacances. Voilà, vous êtes en vacances la semaine, à mon avis, du 19 octobre, puisque je ne vous ai pas. Donc, on fera le DS quand vous rentrez. Alors, soit le lundi 26 ou le lundi 27 ou le vendredi 30, au choix. On va faire ça très rapide. Hein. Moi, je pense que le vendredi matin, c'est bien pour vous. C'est au moins calé. C'est peut-être mieux le vendredi matin. Non, à juger, non. Alors, on va pas obligatoirement. Vous êtes, vous êtes une quarantaine de connectés là. Ça va obligatoirement satisfaire certaines personnes et pas d'autres. Donc, malheureusement, je vais prendre la décision. Du vendredi 30 de 10h40 à 11h40. D'accord ? Voilà, c'est fait vendredi 20. Déjà un DST pour ceux qui sont à Paris, ouais, je sais bien, mais il y aura toujours. Si on dit le 26, après vous avez quand même une semaine avant pour le préparer. Nous aussi à Lyon, alors Lyon aussi, nous aussi à Lyon. Donc le vendredi 30, Lyon a déjà un DST. Ah bon, on a un DST vendredi 30. Est-ce que le 26 c'est mieux pour tout le monde? Les DST sont nationales. D'accord, mais pas dans les cours distanciels. Donc, a priori, donc le 30, vous auriez tous un DST. Donc, alors le 26, c'est trop tard, le vendredi, c'est mieux. Ouais, je sais. Bon, allez, hop, vendu pour le 30, c'est tout, on n'en discute plus. Ça sera le 30. Vous aurez peut-être un autre DST dans une autre matière, mais voilà, c'est comme ça. Ou sinon, on va jamais s'en sortir, ça c'est clair. Donc, je note, moi, hop, DST le 30. Je vous donnerai avant de partir en vacances les chapitres qui seront à réviser, mais a priori, il y aura tout depuis le début de l'année. Ce sera un DST d'1 heure, donc il n'y aura pas 36 000 exercices. D'accord. Il y aura sans doute 2 exercices faisables en 1 heure. Hein. Il n'y a pas de souci. DST le 30, 10. Voilà, deuxième année.
seul maintenant, je ne sais pas ce que vous me dites là, mais bon. Allez, on y va, on enchaîne, on enquille sur notre cours. Je vais partager mon fichier. Donc, le chapitre qui était à voir deuxième année seulement, oui, bien sûr. Deuxième année, DST le 30. Alors, je ne sais pas si je peux faire une diffusion nationale pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui ou si vous pouvez relayer l'information. Je ne sais pas comment ça peut marcher. Je me rapprocherai de mon campus manager, voir si on peut vous envoyer un mail à tous pour vous dire qu'il y aura DST le 30. Et je vous explique, enfin, je vous ai déjà expliqué, mais je vous redirai dans le mail comment on fait pour ces DST. Alors, à quel, alors, à quel se déroulera le DST, s'il vous plaît? À quelle quoi? Heure? L'heure du cours, classique, le vendredi, on ne sait pas, on a un cours de 10h20 à 11h20, donc ça sera pendant le cours. Donc, j'enchaîne sur le chapitre d'aujourd'hui. Alors, le chapitre n'était pas très difficile, enfin, vraiment pas très difficile, d'accord? Les calculs et le raisonnement qui est à tenir, il est vraiment pas très compliqué, vous avez dû le voir, hein. Donc, il n'y a pas de difficulté à faire ça. Ce que je vais faire la correction du premier exercice qui est pratiquement un exercice classique. Et puis, on passera peut-être à une séance de questions-réponses sur cet exercice-là, mais a priori, vous n'avez pas dû avoir beaucoup de difficultés pour ceux qui l'ont préparé. Alors, je vais partager mon écran. Bien sûr, la correction se trouvera dans le drive dès la fin du cours. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On avait un tableau qui nous donne deux choses. Le chiffre d'affaires réel qui a été réalisé pendant le temps d'activité qui est ici de 10 mois et le chiffre d'affaires qui avait été prévu. D'accord. Souvent, cette prévision, et ça pourrait très bien faire l'objet d'un exercice, souvent cette prévision est issue des prévisions qui servent pour faire les budgets. D'accord. Donc on pourrait très bien avoir à un moment donné un exercice qui se déroule en 2 temps, un exercice sur les budgets et vous demander de reprendre les prévisions et de travailler sur le chiffre réel qui a été réalisé et d'analyser les écarts. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en matière d'écart, on a deux grandes parties. Soit on analyse les écarts au niveau des ventes, donc au niveau du chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires, c'est la somme des ventes, ou soit on analyse les écarts du côté des coûts, c'est-à-dire de ce que ça coûte à l'entreprise de produire éventuellement la marchandise qu'elle entend commercialiser. Pourquoi il faut faire ces deux parties? Parce que les résultats qui vont être obtenus doivent être analysés différemment. Ici, par exemple, qu'est-ce que l'on a? On remarque tout de suite qu'au niveau du chiffre d'affaires, qui est donc la somme, la multiplication des quantités par le prix unitaire, d'accord? Si on fait 850 au niveau du réel fois 630, on va obtenir 535 500. Même démarche du côté du chiffre d'affaires qui avait été prévu, qui avait été préétabli, c'est-à-dire qu'on avait prévu de vendre 870 quantités au prix unitaire de 625 pour un chiffre d'affaires de 543 750. Donc, il y a 3 écarts à analyser, un écart global, un écart sur quantité et un écart sur prix. Ici, on est dans les ventes de l'entreprise. Donc, si l'écart est négatif, c'est que l'entreprise n'a pas atteint les ventes qu'elle avait prévues. Donc, un écart négatif, c'est plutôt un contexte défavorable ou une donnée défavorable à l'entreprise. Ce qui sera l'inverse quand on analysera les écarts sur coût. Donc, attention quand vous interprétez les choses. A priori, normalement, très logiquement, on peut se dire, voilà, si le chiffre d'affaires réel est inférieur au chiffre d'affaires prévu, ce n'est pas très favorable pour l'entreprise. Alors, l'analyse sur le chiffre d'affaires, il se fait en faisant chiffre d'affaires réel moins chiffre d'affaires prévu, ce que j'ai fait ici dans mon premier tableau. D'accord. Pardon. Pour obtenir moins 8500 ici, j'ai fait le chiffre d'affaires
réel moins le chiffre d'affaires prévu. J'obtiens un écart de moins 8 250 euros, ce qui est un écart défavorable pour l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas réalisé le chiffre d'affaires qu'elle avait prévu. Alors, la décomposition de ce chiffre d'affaires se fait en multipliant la quantité par le prix. Ça nous donne le chiffre d'affaires. Donc, si le résultat est mauvais, on va analyser les deux composantes qui ont permis d'établir le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la quantité et le prix, pour essayer de trouver où se pose le problème. La première chose qu'il faut se dire, c'est qu'on doit analyser des choses qui sont identiques. Par conséquent, on doit analyser les choses qui, sur un temps d'activité, doivent être identiques. Ce qui est le cas ici, c'est le cas le plus simple. Vous voyez qu'on a un temps d'activité qui est de 10 mois pour le chiffre d'affaires, pour le relevé du chiffre d'affaires réel, et qu'on a un temps d'activité de chiffre d'affaires prévu qui était de 10 mois aussi. Donc on compare deux choses qui sont comparables. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de réévaluer ou de réajuster des choses comme on le fera dans l'exercice 2. Ici, la première analyse qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, l'écart étant négatif, c'est une donnée défavorable pour l'entreprise. Donc ça, c'est le raisonnement que vous devez avoir, puisqu'on vous demande aussi de préciser la signification de chaque écart. Ici, l'écart global, l'écart sur chiffre d'affaires, est négatif. Par conséquent, l'entreprise n'a pas réalisé le chiffre d'affaires qu'elle aurait dû réaliser selon ses prévisions. Voilà l'analyse que vous pouvez en avoir. Ensuite, quant à l'explication d'où vient, pourquoi on n'a pas réalisé ces données, c'est ce qui va être vu avec les analyses des écarts sur quantité et des écarts sur coût. Alors, je vous ai remis à chaque fois les formules qui sont issues de votre cours, d'accord, concernant l'écart sur les quantités. On fait quantité réelle moins quantité préétablie, donc quantité prévue, à réajuster éventuellement, ce qui n'est pas notre cas ici, puisque la durée d'activité est identique en termes de chiffre d'affaires prévu et de chiffre d'affaires réel. Ensuite, on revient multiplier la différence que l'on a obtenue entre les deux quantités par le prix de vente préétabli. Ici, on obtient un écart qui est aussi, lui, négatif, et donc qui doit certainement être la source de l'écart, du côté défavorable de l'écart global, puisqu'on obtient un écart de moins de 12 500, ce qui veut dire qu'on n'a vraiment pas vendu ce qu'on avait prévu de vendre en nombre de quantités d'articles ou de produits. Puisqu'ici, ça se voit à l'œil nu, on avait prévu de vendre 870 articles, 870 produits, on ne sait pas trop bien ce que cette entreprise vend, enfin, si des volets, voilà. On avait prévu de vendre 870 volets et finalement, on n'en a vendu que 850. Ce qui veut dire que si on avait vendu ces volets au prix qui avait été prévu, on aurait perdu 12 500. Puisqu'on voit qu'on multiplie par le prix préétabli, par le prix de vente unitaire préétabli. Concernant maintenant l'écart sur les prix. Vous voyez que finalement, l'écart sur les prix, qui se calcule en faisant prix réel moins prix préétabli fois quantité réelle, nous fait apparaître un écart positif, donc un écart qui est favorable à l'entreprise. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en termes de prix, on a vendu plus cher que ce qu'on avait prévu de vendre. On a vendu plus cher que ce qu'on avait prévu de vendre. En synthèse, sur ce premier exercice, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que globalement, l'entreprise a fait un chiffre d'affaires inférieur à ce qu'elle avait prévu. L'explication se trouve dans les quantités, puisqu'on a vendu beaucoup moins que ce qu'on avait prévu, alors qu'on a vendu plus cher que ce qu'on avait prévu de vendre. Malgré tout, le fait de vendre plus cher n'a pas permis de rattraper l'écart sur quantité. Généralement, dans les exercices, si vous devez avoir un exercice à l'examen de ce type-là, vous aurez obligatoirement un écart sur chiffre d'affaires négatif. Et vous trouverez le fondement de cet écart défavorable, soit dans les quantités, soit dans les coûts. Alors ici, je répète, en cas d'écart négatif, on a une explication donc, qui est défavorable à l'entreprise. L'entreprise a prévu de vendre moins que ce qu'elle avait prévu. On pourrait éventuellement, ce qui n'a pas été mis dans le cours, et ce point sur lequel je veux revenir, de vous demander de traduire ça en pourcentage, c'est-à-dire d'expliquer, de donner le pourcentage d'écart. De combien de pourcents
on a, quel est l'écart en pourcentage que l'on a. Soit qu'on a augmenté nos ventes, soit que l'on les a diminuées. À votre avis, comment on va faire pour calculer l'écart en pourcentage? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pas d'idée pour personne? Alors, je vais vous donner la solution. Alors, produit en croix, je crois. Allez-y, n'hésitez surtout pas, hein. Même si c'est une bêtise, oui, produit en croix, écart sur CA, oui, mais en pourcentage. Si je voulais l'écart sur CA en pourcentage, l'exprimer en pourcentage, comment je ferais? Ouais, j'ai une idée. Ouais, allez-y, Si on, Françoise. si on dit que le CA réel, c'est 100%, et ben on fait le produit en croix avec ce qu'on a réalisé en 10 mois. D'accord, alors, Et du coup, on met le différentiel, on fait 535 500, c'est égal à 100%. Ensuite, on prend l'écart sur chiffre de 8250 et on voit le pourcentage. votre idée, elle est plutôt bonne, sans qu'on ne va pas se baser sur l'écart, sur le chiffre d'affaires réel. C'est plutôt le chiffre d'affaires prévu qui est notre 100%. C'est ce qu'on avait prévu. Ça, il fallait faire ça. D'accord? Et on va regarder effectivement ce que représente 535 000. Je ne vois pas bien mes chiffres. Hop, je vais les réafficher de l'autre côté. On va regarder ce que représente 535 000 par rapport à 543 000. Là, vous aurez en pourcentage combien vous avez réalisé par rapport à ce que vous aviez prévu. Si on fait ce que vous me dites, d'accord? Si je fais donc ça divisé par ça, hop, voilà. Le prévu divisé par le réel. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai fait 98% de ce que j'avais prévu. Or, moi, c'est pas ça. Je veux savoir de combien est la perte en pourcentage. La perte ici, vous êtes d'accord avec moi, qu'elle est de 8500. Donc, pour connaître l'écart en pourcentage, je vais prendre. Donc, l'écart ici, je vous indique que c'est en valeur. C'était mon CA réel, mon CA, hop, et donc mon écart en valeur ici, et mon écart en pourcentage, l'écart CA prévu moins CA fois CA réel. Exactement, mademoiselle, alors j'ai pas eu le temps de dire votre nom, mais vous avez trouvé la bonne réponse. Alors, écart en pourcentage. Alors, votre collègue avait prévu CA prévu moins CA réel divisé par CA prévu. C'est exactement ça. Sauf que CA prévu moins CA réel, je l'ai déjà. C'est écart en valeur. Donc, je peux carrément dire tout de suite écart en valeur divisé par CA prévu. Ça va me donner ma variation ici, si je l'exprime en pourcentage. Voilà. J'ai perdu 1,52%. 1,52% de mon chiffre d'affaires. D'accord. Monsieur, j'ai pas compris, c'est divisé par CA prévu ou CA réel? CA réel. CA prévu, pardon. J'ai CA peut-être prévu, ok. dit CA. Je vous mets la formule juste à côté. Donc, je fais écart en valeur. Divisé par CA prévu. Voilà tout simplement la formule. Puisque écart en valeur, c'est ce que vous disiez, mademoiselle, tout à l'heure, qui a posté un message. Écart en valeur, c'est bien CA prévu moins CA réel. Donc, votre collègue tout à l'heure proposait CA prévu moins CA réel divisé, je crois, par CA prévu. C'est ce que j'ai cru lire. Vous aviez raison. Sauf que moi, je vais plus simple, puisque je l'ai déjà, CA prévu moins CA réel, c'est mon écart. CA réel moins CA prévu, c'est mon écart.
Donc voilà, donc c'est l'écart en valeur divisé par le CA prévu. Ça veut dire que j'ai une diminution par rapport à ce que j'avais prévu de 1,52%. Ça marche pour tout le monde? Alors, continuons maintenant. Ben non, je crois qu'on avait vu les choses. Voilà, des questions sur ce premier exercice, on avait vu hein, les explications, on a trouvé l'explication, l'origine de la baisse de chiffre d'affaires, l'origine de la non-atteinte des objectifs en termes de chiffre d'affaires, c'est parce qu'on n'a pas assez vendu en quantité. Par contre, on a un côté positif, on a un côté favorable, c'est qu'on a mieux vendu en prix. Et pour vérifier les choses, d'accord, vous pouvez faire à titre de vérification, pour voir si vos calculs sont bons, la vérification que vous pouvez faire, vérification, c'est que écart sur quantité moins écart sur prix est égal à écart global. Est égal à écart sur CA. L'écart sur quantité. Je ne sais plus si je me suis trompé. Hop, voilà. L'écart sur quantité, il est là. Hein, donc, hop, je vais vous réécrire. Donc, en chiffres, ça nous donne quoi? Ça nous donne, alors, hop, moins 12 200, moins 12 000, c'était 500 peut-être, hein, je ne me rappelle plus, plus, moins, non, c'était un plus, donc moins 12 500 plus 4 250 est égal à moins 8 000 et quelques, 8 250, c'était 12 500, 8 250. Voilà votre vérification. Voilà votre vérification. La somme de vos deux écarts doit vous donner l'écart global. Ça, c'est la vérification que vous pouvez faire. Ici, j'ai oublié de rajouter écart. Donc, j'ai fait tout mon exercice. D'accord. Et j'ai un petit peu de temps, je veux vérifier quand même les choses. Il est très rapide de faire écart sur quantité plus écart sur prix. Ça doit me donner mon écart global. C'est clair pour tout le monde? Il n'y a pas de questions? Okay. Alors, on va passer maintenant donc à l'exercice 2. D'accord. Cette fois-ci, dans l'exercice 2, qu'est-ce que l'on avait? On avait une problématique sur l'exercice 2, c'est qu'on voit tout de suite que les deux données, les deux tableaux ne sont pas sur le même temps d'activité. Le temps d'activité pour le CARL est de 12 mois et le temps d'activité sur le CA prévu est de 10 mois. On doit toujours réactualiser, réajuster uniquement le CA prévu. Imaginons que le CA réel soit d'une durée inférieure au CA prévu, il faudra toujours réajuster le CA prévu. Parce que le CA réel, ce serait inutile de le réajuster puisque ça serait plus réel. Donc ici, sur le côté, je vous ai mis le réajustement. Comment j'ai fait mon réajustement? Alors, je vais réajuster sur les quantités. Je réajuste pratiquement toujours sur les quantités, jamais sur le prix. Parce que le prix ne variera pas. Il est toujours ici de 625 €. Que je sois sur 10 mois ou sur 12 mois, mon prix de vente, il ne va pas varier. Par contre, les quantités vont varier puisque j'ai une durée d'activité plus importante. Donc, a priori, je devrais vendre plus de produits. Si c'est des volets, je devrais vendre plus de volets.
Donc, je réajuste au niveau des quantités et obligatoirement, quand je vais faire quantité fois prix, mon chiffre d'affaires, mon montant ici, va être lui aussi réajusté. Pour réajuster, je fais une règle de 3, un produit en croix comme vous l'aviez déjà proposé tout à l'heure. Je vais faire 870, mon calcul ici pour trouver 1044. J'ai fait 870 divisé par 10 pour trouver donc sur un mois et je remets par 12 pour trouver sur 12 mois. Finalement, j'obtiens 1044 que je multiplie par mon prix de vente à 625 et ça me fait mon résultat à 652 500. Je vais pouvoir maintenant faire mes comparaisons et calculer mes écarts avec ce réajustement. Donc, je refais ma petite affaire. D'accord. Donc, je vois ici que j'ai encore une fois un écart sur global, sur chiffre d'affaires qui est cette fois-ci de moins 177 000, pardon. Donc, qui est nettement défavorable à l'entreprise. Et je vais trouver son origine, encore une fois, en faisant l'analyse de l'écart sur quantité et de l'écart sur prix, pardon. Et je vois qu'au niveau des quantités, je suis nettement en dessous de ce qui avait été prévu, puisque si je m'attelais jusqu'aux quantités, j'aurais perdu 121 250. Heureusement, j'ai vendu un peu plus cher que ce qui était prévu, ce qui m'a fait gagner 4 250 €. Si je faisais mon petit contrôle, hop, ici, mon petit contrôle qui me dit ça plus ça doit être égal à mon écart global 117. Hop, je regarde, je suis bien à 117. Mon contrôle, il est OK. Mes chiffres sont cohérents au moins. Y a-t-il des questions sur cette partie-là? On peut avoir l'écart sur prix. On peut avoir un écart sur prix et un écart sur quantité négatif, oui, évidemment, sans aucun souci. Vous pourriez avoir cette-là. Mais il n'y a pas d'intérêt à ça. Comprenez bien que quand les rédacteurs d'un sujet font un sujet, ils vont aller titiller le candidat pour avoir un intérêt, pour voir si le candidat il a compris ce qu'il était. Juste faire des calculs, retenir des formules, c'est pas désolé pour la formule, oui, c'est pas grave, j'ai compris. Le principal, c'est que je comprenne en fait. La problématique quand on fait un exercice, c'est pas de vous faire des calculs. Les calculs, vous ne savez pas les faire, vous ne savez pas les faire, vous savez les faire, vous savez les faire, tant mieux. Mais c'est plutôt aussi pour vous dire, voilà, je vais vous amener vers quelque chose. C'est pour ça que je vous ai dit, dans tous les cas, sauf à vous donner quelque chose de très simple, mais encore une fois, je ne vois pas du tout, mais dans tout ce que j'ai vu, moi j'ai étudié les annales avec mes élèves l'année dernière, de deuxième année, et je crois qu'on s'est fait, j'ai pris des annales sur 10 ans. Et moi, en tant qu'enseignant, je remarque, pour l'entreprise, c'est pas bien d'avoir des écarts négatifs. Pourquoi ne pas avoir des prévisions à la baisse? Alors, quand je finis mon explication, et puis je vous réponds, mademoiselle, moi, je vois très bien, si vous devez avoir un tableau sur les écarts, on vous met un écart global négatif, et dans l'écart global, on met de la quantité positive et du prix négatif, ou l'inverse, l'un des deux, pour vous faire dire, voilà, le CA global. Oui, voilà, exactement. Le but, c'est de trouver qu'est-ce qui fait chuter le CA global. Est-ce que c'est les quantités ou est-ce que c'est les prix qui ont été pratiqués? Et c'est celui qui sera négatif qui fait chuter le chiffre d'affaires global. Alors, pour l'entreprise, ce n'est pas bien d'avoir les écarts négatifs. Pourquoi ne pas avoir les prévisions à la baisse pour avoir les écarts plus favorables? Parce que l'entreprise, elle fait ses prévisions et ensuite, il y a la réalisation. Disons que globalement, comment ça fonctionne dans une entreprise, pour une année civile, au mois de novembre, les équipes vont se réunir. Alors les équipes, s'il y a des équipes, ou la personne tout seul, s'il n'y a qu'une seule personne qui décide, et elle va fixer des objectifs. Elle va dire, on peut très bien prendre le cas de cette entreprise ici, qui vend des volets, elle va dire, voilà, on prévoit de lancer une nouvelle gamme de volets qui sera vendue en prix moyen à 625 €, d'accord? Et on prévoit d'en vendre 870 ou bien 1044 pour une année. Donc, elle fait ses prévisions
en fonction d'un certain nombre de choses, et vous le verrez notamment quand on verra les chapitres sur le marketing, que on va regarder combien il y a de clients potentiels intéressés par nos produits, est-ce qu'on a de la concurrence, et il y a des schémas mathématiques qui permettent de pouvoir estimer quelle est la prévision des ventes sur laquelle on peut s'appuyer. Donc l'entreprise va pas s'appuyer sur cette prévision et ensuite va dire voilà pourquoi on n'a pas atteint notre chiffre. Et ici, par exemple, l'explication elle se fait parce qu'on n'a pas assez vendu. Donc voilà ce qu'on cherche. Oui, c'est un lien avec les budgets souvent. Oui, ils sont issus des budgets. Et tout ça, c'est que du prévisionnel, même les budgets. Les budgets, comme on les a étudiés lors de nos premiers chapitres, ce sont des prévisions que l'entreprise fait. Alors, elle les fait largement en avance. Et au fur et à mesure, par contre, effectivement, elle peut réactualiser ses prévisions. Par exemple, beaucoup d'entreprises avaient prévu un chiffre d'affaires pour l'année 2020 et au moment où est arrivé le Covid, ont revu leurs prévisions à la baisse parce qu'il y avait des événements qui allaient leur être imposés et qui n'allaient pas permettre de réaliser ce qu'on avait prévu obligatoirement. Comme elle peut très bien augmenter si elle voit que le produit qu'elle a lancé sur le marché fonctionne très bien. On avait prévu d'en vendre 100 000, finalement, déjà en 3 mois, on en a vendu 90 000, on va augmenter nos prévisions. Donc les prévisions, ça se réajuste, mais à un moment donné, on les fait largement avant la réalisation. Alors, on va continuer ici sur le troisième exercice. Alors, cette fois-ci, la réalité est sur 10 mois et la prévision est sur 12 mois. Donc, comme je vous ai dit, quand on a des choses qui ne sont pas basées sur les mêmes durées d'activité, il faut toujours réajuster les prévisions. Cette fois-ci, les prévisions, et on ne vous donnait pas le chiffre d'affaires, on vous demandait de le déduire. Alors, il faut savoir que le chiffre d'affaires, c'est toujours quantité fois prix. C'est la somme des ventes. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué à savoir. Et donc, ici, j'ai réajusté les quantités. Pour passer de 70 000 à 58 333, j'ai simplement fait une règle de 3 comme on l'avait fait précédemment, cette fois-ci, sauf que cette fois-ci, je pars sur 10 mois. Tout à l'heure, c'était 10 vers 12, et cette fois-ci, c'est 12 vers 10, donc j'ai divisé par 12 et remultiplié par 10 pour avoir les prévisions sur 10 mois pour comparer avec la réalité qui est sur 10 mois. Vous voyez que j'ai étoffé un peu mon tableau pour montrer au correcteur que je sais comment on calcule un chiffre d'affaires. D'accord ? 75 000 et 75 833 au niveau de ce qui avait été prévu. Donc ici, encore une fois, on a un écart négatif. Mon écart négatif, je vais trouver son explication. Alors, il est relativement faible. Hein. Par contre, l'écart négatif, si je devais mettre un pourcentage comme on a fait tout à l'heure, en pourcentage, cet écart, il équivaut à 1%. Donc, on a quand même un écart qui n'est pas très important. Alors, cet écart, il va trouver son origine pas dans les quantités, parce qu'on voit qu'au niveau des quantités, je suis au-dessus de ce que j'avais prévu de vendre. Et je peux encore une fois ici le faire en pourcentage. J'ai vendu plus 3,71%. Je suis en positif, j'ai vendu plus que ce que j'avais prévu en termes de quantité. Par contre, je suis pratiquement sûr qu'au niveau de mes prix, bon, voilà, c'est au niveau du prix que je n'ai pas vendu au prix où j'avais prévu de vendre. Ici, j'avais prévu de vendre à 1,30 € et je n'ai vendu qu'à 1,25 €. Donc, peut-être que les circonstances ont fait que j'ai dû baisser mes prix parce que j'avais des concurrents, etc., etc. Donc, on voit que l'écart sur prix, il est négatif, donc il est défavorable. Et donc, on peut expliquer la baisse de chiffre d'affaires ou l'écart défavorable, l'écart global défavorable par l'écart sur prix. Et il est légèrement pondéré, enfin il est plutôt même bien pondéré. Ici, on a un écart sur prix en pourcentage pour que ça soit significatif. Hop, accepter, je ne vais pas pouvoir le calculer comme ça. Il va falloir que
je fasse autrement, c'est pas grave. Mais on a un écart surpris ici qui n'est pas très important. D'accord. Si je fais mon contrôle, on sait qu'on fait celui-là plus celui-là, peu importe le sens, hein, d'ailleurs. J'obtiens moins. Et donc c'est bien ici ce qui correspond ici. Alors, concernant comment je fais le pourcentage, ben, vous regarderez dans le premier. Hein. Voilà, je fais l'écart en valeur divisé par le CA qui était prévu. Quand je faisais la formule, je vous l'ai mis dans le premier exercice, vous pouvez la reproduire ici. Alors maintenant, alors on quitte le secteur des ventes, maintenant on va prendre en compte cette fois-ci le secteur de la production, donc de la réalisation des produits que je vends. Et on va regarder ce qui est ici avec les méthodologies de calcul vont être exactement les mêmes, d'accord, avec le besoin de réajustement et les mêmes formules concernant les écarts, mais l'interprétation cette fois-ci va être complètement différente. Et elle s'entend, l'interprétation. Vous savez que ici c'est passé un c'est coût global. Comme je fais des copier-coller des fois, je ne fais pas attention. Ouais. Coût global réel et coût global prévu. Vous savez ici, par exemple, quand je regarde ça, j'ai fait exactement la même chose, le réel moins le prévu, que finalement j'ai dépensé. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On produit un élément et avec de la matière première. D'accord. Et pour produire cet élément, je vais abaisser un petit peu mon tableau ici. Pour produire cet élément, j'ai consommé pour 100 000 € de matière première, alors que j'avais prévu, excusez-moi, avons-nous fait écart lié au temps d'activité pour l'exercice 3? Oui. Alors, je reviens sur l'exercice 3, puisqu'on a travaillé sur 10 mois, d'accord. L'écart lié au temps, l'écart social, l'écart lié au temps d'activité. Donc l'écart lié au temps d'activité, c'est simplement le tableau de réajustement. Il n'existe pas. On aurait pu. Alors, si on fait sur le chiffre global, on ne réactualise pas. Mais il n'y a aucun intérêt à faire ça. D'accord. Donc j'aurais pu très bien faire sans me repartir sur le temps réel d'activité, je vais reprendre mon tableau ici, que je vais copier ici. Si je ne réactualise pas mes données, d'accord, en réel ici, j'ai 60 000 à 1,25 et en prévu, j'ai 70 000 à 1,30. D'accord. Si je n'actualise pas, ça c'est sans actualisation, je vais le mettre au-dessus, sans réajustement, pas actualisation, mais réajustement. Ça c'est écart sans ajustement. Donc celui-là, c'est l'écart sur le chiffre d'affaires qu'on vous demandait ici. Hein, d'accord. Mais cet écart-là, il a très peu d'intérêt. Personne ne va vous demander ça. Là, c'est fait pour l'exercice, c'est très bien. Mais il n'y a pas tellement d'intérêt à demander ça. Par contre, effectivement, l'écart ici lié au temps d'activité, vous n'avez pas vu qu'ils avaient formulé ça directement. L'écart lié au temps d'activité. Lui, il se base bien sûr sur les choses qui ont été réajustées. Non, il n'y a pas de souci. Alors, je reviens donc sur maintenant mon exercice 1 de la partie 2. Ici, comme je reprends très rapidement, on travaille sur ce que ça m'a coûté. Donc, mon écart global ici qui est de 1 000 €, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai
ça m'a coûté plus que ce que je n'avais prévu. C'est pour ça qu'on fonctionne à l'inverse. Un écart positif en matière de vente, c'est favorable. Par contre, donc ça veut dire que j'ai vendu plus que ce que je n'avais prévu. Par contre, un écart positif en matière de coût, ça veut dire que ça m'a coûté plus que ce que j'avais prévu. Donc, obligatoirement, c'est un écart qui est défavorable. C'est pour ça que je vous ai remis quand même ici la signification des écarts et l'interprétation des écarts. Ici, mon écart est supérieur à 0. Donc, c'est un écart positif. Donc, c'est un écart défavorable parce que j'ai consommé plus que ce que je n'avais prévu. Il va trouver aussi son origine, exactement dans le même fonctionnement que pour les écarts sur le chiffre d'affaires. Ici, qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand on fait l'écart sur quantité? On a un écart négatif, c'est-à-dire que j'ai consommé moins que ce qui avait été prévu en termes de quantité. On voit tout à fait que j'avais prévu de consommer 1100 kg de matière, or j'en ai consommé que 1000. Donc, il y a certainement eu moins de déchets ou des choses comme ça. Donc l'écart sur quantité, lui, il est favorable. Alors que l'écart sur le coût de la matière que j'ai acheté, lui, il est défavorable, qu'il est positif. Et encore une fois, je fais mon petit contrôle. Écart sur coût plus écart sur quantité égale écart global. Je vais remettre la formule quand même du contrôle que je vous avais indiqué dans l'exercice 1. Hop, alors là, ce ne sera pas les mêmes termes, mais le contrôle écart sur quantité plus écart sur coût est égal à écart global. Donc ici, si je fais 10 000 plus moins 9 000, j'obtiendrai 9. J'obtiendrai 1000, pardon. 9. Donc si je fais 10 000 plus moins 9 000, j'obtiendrai 1000. Donc mon contrôle il est fait, je sais que mes chiffres sont bons. Exactement comme on avait eu un réajustement à faire concernant les ajustements sur les durées pour les ventes, on va avoir ici un ajustement aussi à faire pour comparer des choses, encore une fois comparables, sur le nombre d'unités qui vont être produites. Ici, on voit dans notre premier exercice que ces prix et ces quantités ont été calculés pour la fabrication de 500 unités. Donc, pour fabriquer 500 unités, j'ai eu besoin de 1000 kg à 100 € le kilo, donc ça m'a coûté 100 000 €. Alors que j'avais prévu, toujours pour fabriquer 500 unités, d'avoir 1100 kg à un coût de 90, donc ça m'aurait coûté 99 000 €. Regardons dans l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on me dit, voilà, pour fabriquer tac, 525 unités, j'ai consommé 1000 €, j'ai consommé 1000 kg à 100 € le kilo. Mais moi, j'avais prévu de consommer 1100 kg, mais seulement pour 500 unités. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois toujours réajuster, toujours rééquilibrer les choses par le prévisionnel. Ici, le prévisionnel, je vais le réajuster pour 525 unités produites. C'est-à-dire que mes 1100 kg, je vais les diviser par 500 pour savoir combien j'aurais consommé pour une unité produite, et je vais remultiplier par 525 pour donc connaître combien j'aurais dû utiliser si j'avais produit 525 unités. Ici, clairement, j'aurais dû consommer 1155 unités pour produire 525. Donc, je vais partir de ces 1155 à 90 pour connaître mes écarts. Donc, je vais faire mon écart global. Ici, il est de 3950. Il est négatif. Donc, j'ai consommé moins. Ça m'a coûté moins. Globalement, ça m'a coûté moins cher que ce que j'avais prévu. Donc, c'est plutôt favorable. Par contre, si je regarde en détail, c'est grâce aux quantités
que j'ai gagné en termes de coût global, puisque j'ai consommé beaucoup moins que ce que j'avais prévu. J'ai consommé 1000 à la place de consommer 1155. Donc à 90 euros le kilo, ça m'a fait gagner 13 000 euros. Par contre, je n'ai pas touché ma matière à 90 euros le kilo, je l'ai touché à 100 euros le kilo. Donc, ça m'a coûté un peu plus cher. Mais comme j'en ai consommé beaucoup moins, finalement, les choses se sont rééquilibrées plutôt dans le bon sens ici, puisque globalement, l'écart reste négatif, donc il reste favorable à mon entreprise. Je peux faire mon contrôle si j'avais fait 10 000 moins 13 950, j'aurais retrouvé mes moins 3 950, ce qui montre que mon écart est négatif et qu'il est bien favorable à l'entreprise. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Y a-t-il des questions? Bon, bah, a priori, pas de questions. Alors, je n'ai pas préparé la correction. Je ne pensais pas qu'on allait aller aussi vite. Bah, tant mieux. Je n'ai pas préparé la correction du dernier. On va le regarder un peu ensemble. D'accord? Alors, ça, c'est plutôt classique. C'est plutôt assez typique de... Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un parle? Non. Alors, donc c'est plutôt quelque chose qui est assez typique d'un énoncé de BTS. Je reconnais bien là la présentation et puis ce qui est donné. Alors, lisons-le ensemble. On va regarder ensemble en accord avec le cuisinier et l'intendant. Vous avez décidé au mois d'août de l'année 2010 de proposer au menu une nouvelle recette. Donc, des rouleaux de truite saumonée. Pour faire accepter ce plat au menu, vous avez avancé deux arguments, la modestie du coût de la recette, d'une part, et son apport en oméga 3, d'autre part. Après un mois d'expérimentation, cette recette a été appréciée tant des rationnaires que des clients passagers. Donc, avant, il devait y avoir des explications sur ce qu'était un rationnaire et ce qu'était un client passager. L'intendant vous demande de faire un point sous un angle financier. Donc, il va vous demander de comparer effectivement les données réelles des données que vous aviez prévues. Donc, on a ici deux tableaux qui nous sont fournis. On a un tableau des prévisions, donc, qui est en annexe 1. Donc, on voit que le tableau des prévisions, il est fait pour 100 portions. Donc, on vous donne par composant du rouleau de truite saumonée. Voilà, on avait prévu de consommer 4 kilos de truite à 10 euros le kilo. On a l'ensemble des coûts. Et ensuite, on a le réel. Vous voyez que le réel, par contre, il est fait sur 400 repas. Donc, la première chose, établissez la fiche des coûts standards pour 100 en vous donné. Les coûts standards pour 100, on va multiplier, c'est pas bien compliqué, hein, je vais le faire en direct live avec vous. Hop, je vais me prévoir ici. Alors, je vais aller vite, hein, donc je vais marquer simplement la truite. On va indiquer dans une première chose les quantités et on va indiquer le coût et le total. Voilà. Donc, pour la truite, alors, il est absolument impératif pour vous qui êtes des futures diététiciennes de n'avoir aucun souci avec les centilitres, les décilitres, les kilos, les tonnes, les grammes, etc. Vous devez connaître vos tableaux de conversion. Pas compliqué, normalement on le fait au CM2, alors je peux comprendre qu'on peut avoir oublié, d'accord, mais il y a absolument impératif de savoir que dans 1 kilo, il y a 1000 grammes et que dans une tonne, il y a 1000 kilos. C'est impératif. Alors je pense qu'il n'y a aucun souci, tout le monde le sait. Mais pour ceux qui auraient encore des petits doutes, d'accord, et que 0,5 kg, ça fait 500 grammes. Parce que vous aurez régulièrement, vous voyez ici, je le vois dans l'huile de colza, on vous parle en centilitres, d'accord, ah si, c'est la même chose. Et là, on parle en centilitres aussi, ouais, de pièces, grammes et grammes. D'accord, là, il n'y a pas de piège, d'accord, mais bien souvent, dans les énoncés, des fois, on va vous donner des proportions ou des portions en kilos et puis des fois en grammes.
et ben, va falloir savoir convertir l'un vers l'autre ou l'autre vers l'un. D'accord? Alors ici, donc dans ma fiche de coût, j'aurais eu 4 kilos, hop, tac, tac, à 10 euros. Ensuite, j'ai mon fenouil, tac, tac, tac. Alors, le fenouil, hop, une quantité de 4 kilos à 1,50 €, etc., etc., etc. D'accord? Et pour un total, on multiplie l'un par l'autre. D'accord? Donc, pas très compliqué. Voilà, j'aurais fait ce tableau jusqu'au bout. Là, je ne vais pas le faire jusqu'au bout ici en correction. J'aurais fait ce tableau jusqu'au bout pour avoir un coût total. D'accord? Alors, vous l'aurez en correction, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, deuxième chose, à partir de l'annexe 2, donc j'aurais fait ma fiche standard avec exactement comme je la présente ici, avec un coût total pour 100 pièces. L'écart global sur les denrées entrant dans la recette. Donc, j'aurais eu un écart global, donc en coût, hein, d'accord. Et ensuite, j'aurais travaillé l'écart sur le fenouil. Alors, on voit que le fenouil, par exemple, pour 100 portions, j'en ai 4 kilos, et pour 400 portions, j'en ai 20 kilos. À mon avis, déjà, là, il y a un écart en termes de quantité, puisque si je fais 4 fois 4, ça fait 16. J'aurais dû consommer que 16 kilos. Bon. Par contre, le kilo, il est à 1,50 €, et là, mon kilo, il est à 1,30 €. D'accord? Puisque là, vous voyez qu'on vous a donné, juste pour vous faire des petits calculs, on vous a donné le prix global. Donc, pour connaître le prix unité, il aurait fallu diviser 26 par 20 kilos. D'accord? Donc, 26 divisé par 20, ça me fait 1,30 €. Donc, on a consommé plus, mais encore une fois, avec un coût inférieur. Analyser ces derniers écarts sur quantité et sur coût, voilà, classique. Avancer quelques explications possibles sur l'existence des écarts. Alors pourquoi, par exemple, on pourrait avoir consommé plus d'une matière? Qu'est-ce qui peut se passer? Dites-moi. La différence entre le brut et le net, peut-être qu'il y a un aliment qui était gâché, donc il a fallu peut-être plus le décortiquer, le couper. Voilà, par Moi, exemple. j'ai mis les épluchures dans la. Voilà, Enfin, je pensais aux épluchures. exactement. Donc, sur la partie de perte, plus de personnes. Ouais, mais proportionnellement, vous voyez, proportionnellement, à la personne qui me dit, les deux explications étaient bonnes, hein, mais quelqu'un qui m'a dit, il y a plus de personnes, oui, mais même proportionnellement, pour 400, j'aurais dû utiliser 16 kilos de fenouil. D'accord. Or là, je n'ai utilisé 20, soit 4 de plus. Donc, plusieurs explications à avancer à ça. D'accord. Soit il y a eu plus de déchets, d'accord, ou soit la qualité. Alors le fenouil, vous savez ce que c'est, je pense, hein, c'est un légume, c'est du frais. Donc quand vous vous alimentez en frais, il se peut que quand vous achetiez 20 kilos, eh ben, il y ait quelques légumes qui aient pris un peu des coups et pour lesquels que vous ne pouvez pas utiliser. Donc soit on a mal dosé, soit effectivement il y a eu de la perte par rapport aux épluchures, ou soit les denrées n'étaient pas d'aussi bonne qualité et on a dû faire plus de tri. Donc voilà, par exemple, les explications concernant les écarts. Par contre, vous remarquez que vous l'avez eu à un coût inférieur. Puisque, alors on n'a pas fait nos calculs là, mais de tête, 26 divisé par 20, ça fait 1,30 €. On l'a acheté moins cher. Alors peut-être qu'on a acheté aussi de la moins bonne qualité. Comment on l'a acheté moins cher? Moins bonne qualité. Moins bonne qualité, plus d'épluchures, plus de déchets. Ce sont des explications que vous allez donner. Pop, 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 vous allez vous dire, voilà, on a consommé plus. Pop, 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 vous réfléchissez un peu quelles sont les possibilités et pourquoi on aurait pu éventuellement consommer plus. Mais on a aussi acheté moins cher et vous pouvez lier les deux. D'accord. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ferai la correction du 3. Je ne pensais vraiment pas qu'on allait aller jusque-là. Donc, c'est très bien, on a bien avancé, mais le chapitre, en même temps, il n'était pas très compliqué. Est-ce que quelqu'un a eu des difficultés ou n'a pas compris quelque chose sur les explications que je viens de donner?
A priori, c'est plutôt clair pour tout le monde. Si quelqu'un n'avait pas compris et n'osait pas le dire là, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, hein. Je réexpliquerai les choses que vous n'avez pas compris. Par contre, je ne réponds pas forcément perso aux mails, parce que les mails, j'en reçois des centaines, mais je fais toujours l'explication en cours. Bah, écoutez, Monsieur, je voulais juste vous demander, pardon, le prochain cours, est-ce que ça va être le placement de l'investissement oui, ou pas? pas notre dernier cours, mais après, on fera un break sur les chiffres. On reviendra sur les cours de droit. D'accord. Et demain, j'aborderai tout ce qui est droit des contrats. Alors, si vous vous ennuyez ce soir, hein, vous pouvez toujours aller lire le cours, d'accord? Mais je ferai le droit des contrats, globalement, les points, enfin, comment on résout une étude de cas avec son cours. Alors, voilà comment j'entends aborder la séance de demain et voilà, je répondrai éventuellement à vos questions sur ça. Donc vraiment, si vous avez un quart d'heure à perdre, revoyez le cours, quoi. Regardez rapidement. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais vous pouvez toujours le faire. Du coup, demain, c'est 3. Oui, mademoiselle Myriam, donc on a dit que le mardi, on se faisait un cours de révision sur les chapitres les plus importants de la première année. Ça marche pour tout le monde? Ben, Oui, écoutez, une dernière question, s'il vous plaît. oui. Et les placements de financiers, ce chapitre-là, on commencera quand? Alors, il est à faire pour vendredi. D'accord. D'accord? Ça marche? Ça vous laisse quelques jours pour le traiter. Ok. Voilà. Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très bonne soirée et puis on se dit à demain pour le droit des contrats. Ciao.